Salut tout le monde. En fait, je voulais parler d'un coronavirus qui existe depuis un certain temps en France et qu'on a oublié. Bien sûr que il n'est pas le seul virus, mais il y en a plein. Il y a d'autres virus, mais celui-là, il est un peu particulier et il s'agit de cet homme qu'on connaît, qui pour moi est un virus. Donc c'est pour moi un coronavirus et je l'appellerai donc le Covid Zemmour. Voilà, donc écoutons un tout petit peu ce qu'il raconte. Et que les gens du Sud viennent en Europe, ça pose aucun problème. Nous-mêmes, on en vient du Sud, complètement. Oui, donc à la limite, ça serait ridicule de critiquer des gens qui nous ressemblent beaucoup. Complètement. Sauf qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et donc, cette quantité prend comme étendard l'islam. C'était pas écrit, ça aurait pu être autre chose, mais c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser? Parce que l'Europe chrétienne. Qu'est-ce qu'un immigrant? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Voilà, donc Éric Zemmour nous parle de l'Europe chrétienne. Faux, monsieur Éric Zemmour. Voilà, t'es intellectuel, mais pour moi, tu as une tête de mule, quoi, en fait. Voilà, donc c'est faux, parce que si tu n'as pas des bouquins d'histoire et que si tu t'intéresses vraiment pas à la lecture de l'histoire, ben, je ne sais pas, va sur Internet, tape sur Google et tu verras si l'Europe elle est chrétienne ou pas. Donc l'Europe n'est pas chrétienne parce que avant le christianisme en Europe, l'Europe était polythéiste. Alors donc moi je vais te lire ce que j'ai pu trouver sur l'Europe. Alors la vraie religion de l'Europe. Il est de coutume, on dit ici, il est de coutume de définir l'Europe comme une civilisation chrétienne ou judéo-chrétienne si on l'aborde sur le plan de la spiritualité. Pourtant, elle doit son nom à un personnage, donc l'Europe, de la mythologie grecque. Cette personnage, c'est donc une princesse phénicienne ou crétoise qui est européenne. Et qui est l'une des nombreuses maîtresses du dieu du ciel Zéus, mais qui, en Boétie, désignait la déesse de la terre, démettait ainsi l'union de Zéus et d'Europe, n'est rien d'autre que la traditionnelle hiérogamie, l'union du ciel et de la terre, du principe masculin et du principe féminin. Et je continue, la tradition païenne christianisée. Alors, en effet, avant le christianisme de notre continent, donc de l'Europe, l'Europe était polythéiste, c'est-à-dire plusieurs divinités ou plusieurs d'eux, et se rattacher à plusieurs traditions culturelles plus ou moins apparentées. Donc, ça veut dire que l'Europe était païenne. Donc, son Europe chrétienne, judéo-chrétienne, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient ça. Alors, la tradition principale était la tradition indo-européenne. La tradition principale de l'Europe était indo-européenne qui regroupait la plupart des polythéismes européens, notamment le grec, l'italique, le celtique, le germanique, le balte et le slave. Il y a eu d'autres traditions aussi mineures qui existaient également, à savoir les polythéismes finno-ougriens, caucasiennes et basques. Voilà un peu pour l'information pour monsieur Zemmour. Alors, on peut s'interroger sur le fait qu'on ne
définit pas l'Europe par ses traditions authentiques, née à son génie propre. Oui, la période chrétienne de l'histoire de l'Europe représente environ 5% de son histoire. Entre 500 et 1500 ans d'existence selon les pays du continent. Alors, vous imaginez, vous avez entre 500 ans et 1500 ans d'existence de plusieurs pays qui constituent l'Europe aujourd'hui, qui ont existé pendant toute cette période-là, et on veut nous faire croire que ils n'avaient pas de religion, alors que le christianisme, bien entendu, qui est arrivé en Europe, parce que le christianisme, comme on veut nous faire croire, n'est pas né en Europe. Le christianisme n'est pas né en Europe, parce que, justement, là, on nous dit, là aussi, il suffit d'aller chercher les informations, M. Zemmour, on nous dit donc le début du christianisme, que après le judaïsme, le christianisme est la deuxième grande religion monothéiste. Il prend naissance en Palestine, donc en Palestine et pas en Europe. La Palestine n'est pas en Europe. Alors, là où le judaïsme s'est développé, il en est ici, mais s'en détache au 1er siècle après Jésus-Christ, au point de devenir une nouvelle religion qui va progressivement se constituer en une église. Alors, cette religion, le christianisme, s'est séparé donc du judaïsme. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Palestine était donc une province romaine appelée Judée. Le gouverneur romain séjourne à Césarée, au nord-ouest du territoire, et Jérusalem restait donc la capitale religieuse du judaïsme. Les Juifs acceptent de plus en plus difficilement l'occupation des Romains. Ça, on le sait que les Romains ont occupé donc cette partie de l'Orient. Donc l'occupation des Romains qui leur impose des taxes et contrôlent leur mode de vie. Ils attendent des Juifs, ils attendent avec impatience le Messie annoncé dans la Bible hébraïque. Il doit les libérer et rétablir le royaume d'Israël. Alors Jésus, qui est un Juif de Galilée, qui est un État contrôlé par les Romains, donc Galilée était contrôlée par les Romains, et Jésus est né en Galilée. La Galilée se situe au nord de la Judée. Et donc ce personnage est mentionné dans quelques textes d'historiens comme Flavius Joseph. Il fait partie de ces prédicateurs qui parcourent alors la Palestine. Jésus rencontre un succès important. Nombre de ceux qui l'écoutent vont devenir ses disciples. Ils voient en lui le Messie tant attendu. Ce terme est traduit par Christos en grec. Alors, Jésus, lui, qui hérite considérablement les autorités religieuses juives, pour les Romains, c'est un agitateur de plus. Vers l'an 30 après Jésus-Christ, les prêtres du temple demandent aux Romains de mettre fin à ces agissements. Donc Jésus fut arrêté et par le gouverneur Ponce Pilate, et il fut condamné à la crucifixion. Voilà.
Et là, les plus proches des disciples de Jésus, donc c'est-à-dire les apôtres, disent qu'il est ressuscité, qu'il est revenu d'entre les morts et qu'il se trouve désormais à la droite de Dieu. Ils tentent de propager ce message auprès des Juifs. Paul de Strask, converti vers l'an 40, le Christ lui serait apparu sur le chemin de Damas, décide qu'il faut aussi s'adresser aussi aux païens. Il n'exige ni la circoncision, ni le respect des règles alimentaires qui étaient propres au judaïsme. Ainsi, le christianisme se sépare peu à peu du judaïsme et devient une nouvelle religion. Voilà donc comment est né, en quelque sorte, le christianisme. Dans la deuxième moitié du 1er siècle, donc, des chrétiens mettent par écrit les traditions orales sur la vie et l'enseignement de Jésus. Ce sont les évangiles. Donc, le Nouveau Testament qui fonde la religion chrétienne est formé des évangiles qui comprennent 4 textes rédigés par des disciples de Jésus après sa mort, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc et Jean, qui ont écrit entre l'an 65 et l'an 100. Alors, le Nouveau Testament comprend d'autres textes, bien entendu, rédigés par les premiers chrétiens, comme les épîtres de Paul, de Jacques, de Pierre, de Judée, qui ont été rédigés entre l'an 50 et l'an 90. Alors, les chrétiens de l'Empire romain, nés dans l'Orient romain, la nouvelle religion gagne progressivement tout l'Empire. Elle attire particulièrement les couches les plus humbles de la société romaine, car il existe d'abord une vraie fraternité entre les communautés chrétiennes. De plus, cette nouvelle religion promet aux fidèles la vie éternelle après la mort. Alors, les Romains qui rejettent les rites chrétiens les accusent, donc les Romains même, donc qui n'étaient pas chrétiens non plus, rejetaient donc les rites chrétiens et les accusent de nombreux maux. Alors, car selon eux, ils irritent leur Dieu, parce que justement, ils étaient donc polythéistes. Donc qu'ils irritaient leur Dieu. Parce que les chrétiens refusent de se soumettre au culte impérial, au panthéon des dieux romains dans son ensemble. Ils sont persécutés par de nombreux empereurs qui voient là aussi un moyen commode de répondre aux revendications d'une partie du peuple romain. Les chrétiens arrêtés qui persistent dans leur foi sont crucifiés et jetés aux bêtes sauvages. Ils deviennent donc des martyrs. Alors, ils deviennent donc des martyrs comme l'avait été le premier d'entre eux, c'est-à-dire Étienne, qui était lapidé en l'an 47 après Jésus-Christ par des Juifs. Alors, pour pratiquer leur foi, les chrétiens se cachent, se retrouvent dans des maisons privées, parfois dans les catacombes dans les grandes villes. À Naples, à Rome, ils utilisent des symboles pour se reconnaître, parce qu'ils avaient tellement peur puisqu'ils étaient persécutés. Alors donc c'était tel que la croix comme symbole, ou le poisson, ou le chrisme. Voilà. Alors, le christianisme va finir donc par s'imposer à Rome. La persécution contre les chrétiens furent particulièrement importantes au IIIe siècle. Cependant, en l'an 313, l'empereur Constantin adopte une politique beaucoup plus tolérante
par l'édit de Milan, et il met fin donc aux persécutions et autorise les chrétiens à pratiquer leur religion, parce que lui-même était converti au christianisme. Donc après Constantin, les autres empereurs qui suivaient étaient donc chrétiens. Étant donc chrétiens, et comme il y avait de très nombreux citoyens qui étaient devenus donc chrétiens à leur tour, en l'an 392, l'empereur, par exemple, Théodose, interdit là le polythéisme, donc et ferme les temples païens, puisqu'il existait les temples païens donc à Rome et partout donc en Europe d'aujourd'hui, donc y compris en France. Donc, et c'est de là que le christianisme devient donc la seule religion autorisée dans l'empire romain. Donc voilà. Parce que bien sûr, Rome, durant la période de 5 siècles allant de l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ, l'État romain s'est agrandi au point d'englober un territoire allant de la Maurétanie tingitane, qui était au Maroc, jusqu'à la Mésopotamie et la Britannie, qui est en Angleterre, jusqu'à l'Égypte, créant ainsi l'une des plus grandes entités politiques de l'histoire qui influença profondément le monde méditerranéen sur le plan culturel, linguistique et finalement religieux, tout en assurant la conservation de la civilisation grecque antique reçue en héritage. Donc voilà un peu, si on veut, plus ou moins l'héritage de la religion. De nombreuses légendes hagiographiques et traditions poétiques sont créées au IIIe siècle, au IIIe et au IVe siècle, pour légitimer un sanctuaire, un pèlerinage, une fête ou des origines dynastiques faisant apparaître des saints apostoliques et martyrs dont l'historicité n'est pas assurée. Alors, en dehors de Vienne et de Lyon, qui étaient d'ailleurs côte à côte, dont le deuxième évêque Irénée de Lyon est connu comme un des pères de l'Église, en France, hein, bien entendu, était donc le premier occidental à réaliser une œuvre de théologien systématique. Il faut donc attendre le milieu du IIIe siècle pour trouver trace d'une communauté chrétienne en Gaule. D'accord? La communauté gauloise connaisse, donc à partir du IVe siècle, un affermissement matériel grâce aux dons des fidèles. Voilà. Donc, voilà un peu... et là, on dit, pour ce qui est donc du christianisme en France, qui débute probablement, personne n'est sûr, il débute probablement au cours du IIe siècle, à partir de la séparation des églises d'Orient et d'Occident. Alors, le christianisme a dû suivre le courant commercial méditerranéen en remontant la vallée du Rhône, où se trouvent bien sûr la Vienne et Lyon, dans lequel sont attestés par Eusèbe de Césarée les premières communautés chrétiennes connues en l'an 177, c'est-à-dire celles de Vienne et de Lyon. Les chrétiens, à cette époque, se réunissent dans la clandestinité, à proximité des villes, sur les sites où sont ensevelis leurs morts, où ils célèbrent leur culte comme
dans les catacombes à Rome. D'ailleurs, donc, à cette époque, à Rome, les chrétiens donc pratiquaient dans la clandestinité. En France aussi, pratiquaient dans la clandestinité. Donc, Zemmour qui nous dit que l'Europe ou la France, elle est chrétienne. Non, elle n'a pas été chrétienne, elle est devenue chrétienne. Elle est devenue chrétienne. Donc, alors, c'était justement, je ne vais pas être long, c'était justement pour répondre à Éric Zemmour, pour lui dire d'arrêter de faire croire aux gens que l'Europe est chrétienne, que la France est chrétienne et que l'Afrique ne l'est pas. Donc, comme je disais, moi, je suis bien entendu chrétien parce que je m'appelle Henri, mais je suis africain. Donc, vous avez des pays en Afrique dont la population est en majorité chrétienne. Donc, Eric, c'est un faux problème. La religion chrétienne ne vient pas de l'Europe. Elle ne vient pas de l'Europe, on l'a dit. Donc, le christianisme est né en Palestine. Donc, au Moyen-Orient, elle est née en Palestine et pas donc, selon lui, comme il dit, né en Europe. C'est pas européen. Alors, voilà la deuxième connerie qu'il va dire. La deuxième chose que ce gars-là, encore, ce virus, oui, c'est va dire. Fait comme les Romains. Alors, on reproche assez, on donne des prénoms français à ses enfants, on habille ses enfants, on veut qu'ils soient bons à l'école pour qu'ils puissent... Oui, c'est tout le début de votre bouquin, voilà, ça s'appelle des immigrés. Je m'y suis reconnu complètement. Mais évidemment, tout le monde s'est reconnu. Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi, mon père était italien, mon père était espagnol. Tout le monde on voulait être français, mes parents parlaient arabe et espagnol, et ils n'ont jamais voulu. Voilà, comme chez moi. Exactement, ils parlaient très bien arabe. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Ma mère l'interdisait de parler arabe. Et mon grand-père ne faisait parler arabe qu'en insultant ma grand-mère. C'était le seul moment où c'était les mots de bénédiction et les insultes. Voilà. C'était très drôle. Alors, donc, c'était le folklore. Voilà, les langues étrangères, c'était le folklore. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays, ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez, tout ça. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va faire un État dans l'État. Exactement. Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État. Vous savez que vous, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, vous avez repris la formule de Richelieu. Voilà, encore, vous avez repris la formule de Richelieu. Donc, Éric Zemmour, il est tout le temps dans la citation. Alors, je me demande si c'est réellement un intellectuel, parce que pour moi, un intellectuel n'a pas besoin de se référer aux citations, aux autres personnes qui ont écrit des bouquins, etc. Quand il s'exprime, il va à la recherche de ce que lui-même est, donc de ses convictions, de sa pensée. Mais le gars, il se repose sur la pensée des autres. Donc, pour moi, c'est un faux intellectuel. Je me demande même, quand il écrit ses livres, peut-être que chez lui, il doit superposer des tas de bouquins, de références sur lesquels il va emprunter des phrases, etc., les rajouter 2 ou 3 trucs, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un grand intellectuel. Et c'est pour ça que je m'étonne d'ailleurs comment ça se fait que tous les plateaux de télé, tous les médias l'invitent pour intervenir comme si il avait quelque chose de très important à apporter à la nation française. Comme si c'était une personne vraiment clé de référence pour faire progresser la civilisation, la culture, le pays, la société française. Comme si... Voilà. Alors que le gars, pour moi, je le compare à Hitler, au fait. Parce que d'ailleurs, ils ont beaucoup de similitudes. Ils ont beaucoup de ressemblances, ils ont beaucoup de points communs. Là, le premier point, c'est qu'ils sont tout petits. Bon, je ne dis pas que quand tu es petit, tu n'es pas intelligent, c'est pas ça. Mais je dis, ils se ressemblent, quoi, en fait. Donc, ils sont de petite taille. Et c'est des gens...
Hitler a eu une enfance un peu difficile. Et je pense lui aussi, il nous cache tellement beaucoup de choses, ou alors les médias ne vont pas tellement rechercher, parce qu'on lui pose jamais de questions sur lui, etc., pour comprendre sa réelle personnalité. Voilà, on se contente de le laisser dire ses âneries et ses conneries, même si aussi les journalistes qui l'invitent ou les présentateurs savent très bien que l'Europe, par exemple, l'Europe antique n'était pas chrétienne. Donc qu'on dise oui, nous, l'Europe chrétienne, la civilisation européenne est chrétienne, c'est complètement faux. La religion chrétienne a été importée, elle vient d'Orient, elle vient d'ailleurs, elle n'est pas de la culture, elle n'est pas née de la culture européenne et de la civilisation européenne. Et ça, c'est des âneries que Éric Zemmour se permet de dire sur les plateaux, et personne ne le regarde, quoi. Personne ne lui dit non mais vous racontez des conneries, c'est pas vrai. C'est faux ce que vous dites là. Mais bien entendu, personne ne dit rien puisque ces mêmes personnes, même à l'école, on leur a enseigné ça. On ne leur a jamais enseigné l'histoire de l'Europe en disant que l'Europe n'était pas chrétienne, que l'Europe était païenne, et que l'Europe donc était polythéiste, croyait en plusieurs divinités, croyait en plusieurs dieux. On ne leur a jamais dit. Ils se sont interdits de dire ça. Non, c'est les autres, c'est l'Afrique, etc., qu'il va falloir coloniser, qu'il va falloir donc civiliser et donner une certaine croyance. Alors, donc, je disais que Zemmour, pour moi, et Hitler ont des points communs. Hitler est né d'une union de deux personnes, donc sa mère et son père étaient cousins. Donc ils sont cousins, sa mère et son père. Et c'est pour ça que pour moi, quelque part, son déséquilibre, sa folie un peu meurtrière après, ça doit venir du fait que ils sont cousins, peut-être des cousins très proches et qui se sont mariés. C'est difficile parce que même à cette époque-là, en Autriche, c'était plus ou moins interdit par l'Ecclésie, donc qui a permis exceptionnellement à son père de se marier parce qu'il était un officier des douanes, donc peut-être quelqu'un qui était bien placé et qui avait réussi à influencer des religieux qui leur ont permis de se marier. Donc, son père avait 50 ans à cette époque et sa mère avait une vingtaine d'années, 20 et quelques années pour le mettre au monde. Alors, donc, il va falloir aller voir qui est réellement le père de Zemmour et sa mère. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi des parents au Suède? Donc, voilà. Mais l'autre point commun, c'est que Éric Zemmour, Hitler plutôt, a une haine contre les Juifs. Et moi, je dirais que cette haine pourrait être née du fait que sa mère, qui était atteinte d'un cancer du sein, et qui est morte brusquement, donc brutalement, après avoir été traitée, donc après avoir reçu un traitement d'un médecin juif. Donc, est-ce que sa colère, sa haine à l'égard des Juifs n'est pas justement partie de là? Hitler est né en Autriche, donc il est autrichien, il n'est pas allemand, il est autrichien. Et Zemmour n'est pas français, il est algérien, donc il n'est pas français. Hitler, étant autrichien, est devenu plus allemand que les Allemands. Zemmour, étant algérien, il est devenu, d'ailleurs il l'a dit là au passage, que son père, sa grand-mère, il parlait arabe. Donc, arrivé en France, il devient plus français que les Français. Non, ils ont le même objectif, la même recherche au fait. Parce que Hitler, c'est quand il est rentré dans l'armée en 1914, pour la première guerre mondiale que l'Allemagne d'ailleurs a perdue, que Hitler a rejoint l'Allemagne, quoi, qu'il est devenu vraiment un Allemand.
Donc, et Zemmour n'est pas français aussi, il est devenu français. Il est devenu français et ils sont, selon eux, porteurs de messages pour rétablir donc la dignité de leur pays donc d'accueil. Zemmour aujourd'hui veut rétablir la dignité de la France, veut être le père de la nouvelle, en fait, de la conservation de la civilisation française. Il veut vraiment être celui qui va faire progresser la civilisation française, créer une race française, mais réelle, véritablement française, telle que Hitler aussi la prenait et l'a fait, en éliminant donc tout ce qui n'était pas à ses yeux compatible à ce qu'il voyait comme étant race. Il les en a éliminer en masse. C'est Zemmour, c'est ce qu'il voudrait d'ailleurs faire aussi, certainement. Pour l'instant, il ne s'est pas lancé dans la politique, mais ils sont, comme Hitler, ils sont dans la culture de la haine de l'autre, en profitant justement d'une période difficile, parce que Hitler en a profité de la période de déclin en Allemagne, où les Allemands avaient perdu tout repère, et donc ils avaient perdu également toute confiance en l'élite politique traditionnelle, et qu'ils attendaient en quelque sorte, entre guillemets, un libérateur. Et donc le mec qui se présente, il ose dire certainement ce que personne n'ose dire, parler éventuellement de la haine de l'autre, en leur désignant que le coupable de leur déclin, en désignant que le seul responsable des problèmes économiques en Allemagne, parce qu'à cette époque-là, les usines fermaient, que c'était des Juifs qui étaient à l'origine. Ce que fait Zemmour éventuellement, puisque les usines ferment de plus en plus en France, les Français ont de plus en plus du mal à boucler leur fin du mois, y compris moi-même qui suis français aussi, mais aux yeux de Zemmour, je ne peux pas être français, parce que il va falloir être blanc et avoir cette tête-là. Alors voilà, cette tête, est-ce que cette tête pourrait être vraiment la tête française? Non. Donc, il profite également de ces moments difficiles, de cette période où les citoyens français ont de moins en moins confiance à l'élite politique traditionnelle, qui sont en train de se rechercher, et que Zemmour martèle, écrit, il se fait inviter sur des plateaux, il continue à propager cette haine que les autres n'ont pas le droit d'exister, que la France serait envahie, que la civilisation, les Français, d'ici quelques années, il n'y aura plus de Français, tout le monde deviendrait musulman, africain et musulman, parce que tous les Africains sont des musulmans, chose qui est une réelle aberration, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Zemmour, c'est un peu comme Hitler, parce que leur but, c'est donc c'est le bouleversement du processus social et démocratique. C'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'a cherché Hitler. Et pour Hitler, pour pouvoir prendre le pouvoir, donc il a bouleversé le processus démocratique en Allemagne, et donc créer de la peur un peu partout, et il a ainsi pu avoir des adhésions et il a pris le pouvoir. Zemmour, pour l'instant, c'est peut-être pas pour le pouvoir, mais c'est pour la popularité plutôt, et pour pouvoir vendre ses bouquins et s'enrichir. Donc il va vers aussi cette tentative de bouleversement du processus social et démocratique en France, qui fait notre sens de vie commune, du vivre ensemble, et justement pouvoir vendre ses bouquins et s'enrichir.
Et peut-être que demain, il pourra certainement aborder une carrière politique, puisque je me rends compte quand on regarde un peu ces interventions sur les médias, les animateurs ou les journalistes ne cessent de lui poser cette question, mais êtes-vous politique? Est-ce que vous faites ou vous n'allez pas faire de la politique? Donc, ça veut dire qu'il serait intéressé pour que Zemmour fasse de la politique, parce que c'est une espèce de porte-voix, mais bon, de qui? Il est tellement important aux yeux des médias qu'ils oublient qu'ils sont en train de colporter des messages de haine, qu'ils sont en train de diffuser des messages de haine qui sortent de la bouche de Zemmour, et que demain, ça pourrait provoquer en France des émeutes et provoquer une espèce de guerre civile. Parce que, simplement, vous avez des gens qui sont là depuis bientôt 5 générations, et ces gens-là ne céderaient en rien, parce que c'est leur pays, ils ne connaissent que la France, et la France est leur référence, la France est leur pays, mais comme tous les citoyens, ils ont bien le droit de dire que par exemple, le monde politique, que le monde des finances les met de côté. Ils ont ce droit-là de le revendiquer. Ce n'est pas un rejet à la France. Après, vous avez, comme partout, bien entendu, des Français qui ne cherchent qu'à cracher sur la France, et enfin, des Français de souche, soi-disant, donc, ou qu'ils soient blancs, ou noirs, ou arabes, ou chinois, ou autres, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout. Il y a des gens qui sont respectueux des lois et d'autres qui ne le sont pas. Pourtant, Doutreau, qui a été donc condamné après avoir assassiné plusieurs jeunes filles, lui, on ne me dira pas qu'il est assez respectueux des lois de la République, par exemple. Donc, il faut que les gens prennent conscience, à commencer par les médias, que des gens qui n'apportent rien à la construction d'une société apaisée, ces gens-là n'ont rien à faire sur les plateaux, des plateaux de télé. Parce que vous savez, encore une fois, la comparaison avec Hitler, quand il a compris qu'il cherchait, quand il voulait chercher l'ascension, à cette époque-là, les politiques traditionnels avaient leur méthode, éventuellement de s'adresser au peuple, de faire campagne, etc., etc. Hitler, il a compris, il a mis en avant son image, en utilisant par exemple un photographe au tout début, qui a mis donc en plein jour ces images. Il a donc en quelque sorte mis en scène sous forme de théâtre ses gestes, sa manière de s'adresser au peuple, à la population, qui justement permet de galvaniser les gens et de rendre curieux les gens, et qui accouraient venir le regarder et qui repartaient séduits par ces gestes nouveaux, par cette façon de parler, cette façon d'oser dire, d'oser cracher une haine, même si c'était pas productif, mais c'était quelque chose de nouveau, et les gens ont adhéré aveuglément, et ça a produit ce que ça a produit, parce que après donc la guerre, après la libération de Auschwitz par exemple, certains Allemands qui ont été conduits sur place ont dit ah non, ils habitent à 500 mètres, ah non, on ne savait pas ce qui se passait dans les camps de concentration, on n'était pas au courant. Voilà, donc c'est dire que certainement d'autres ont eu bien raison de dire qu'ils n'étaient pas au courant, et qu'effectivement ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe à cause de la naïveté et de la confiance qu'ils avaient fait à la personne d'Hitler, et que tout ce qu'il faisait ne pouvait pas être supposé être contraire à l'humanisme, quoi, en fait. Donc c'est un peu ça. Et au moment où dans tout le monde entier, sur toute la planète, les gens se radicalisent de plus en plus derrière une quelconque idéologie, c'est pas judicieux justement
de se permettre d'utiliser les médias pour déverser des expressions et des arguments de haine à l'encontre de telle ou telle personne. Alors Zemmour, pour moi, n'est rien d'autre qu'un terroriste, parce que il est comparable aux djihadistes. Il est comparable aux djihadistes parce que Zemmour n'est rien d'autre que l'imam salafiste ou autre qui prêche dans sa mosquée de la haine. Parce que celui-là aussi, si on lui donnait de la visibilité sur les plateaux de télé et sur les médias, et qu'on lui laissait la liberté de dire sa haine, de dire des choses haineuses, eh bien, ce serait pareil. Ils se rencontreraient peut-être même sur le plateau et ils pourraient discuter ensemble. Ils pourraient même se serrer la main puisqu'ils rejettent une partie de la société et ils veulent construire celle dont ils pensent, parce que c'est pas celle qui leur ressemble. Celle qui lui ressemble. Ce que dit Zemmour ne lui ressemble pas du tout, puisque, à mon avis, il ne se comporte pas comme ça. Mais puisqu'il comprend qu'il y a des personnes qui sont naïves et que c'est un moment c'est des moments de difficulté où la société, encore une fois, la société dans son ensemble est en train de rechercher ses repères par rapport à ce qui se passe, eh bien, il a de la portée sur certains esprits faibles, certains esprits qui ne se donnent pas les moyens de réflexion, même si aujourd'hui on peut facilement contredire quelqu'un, parce que moi qui parle là, si quelqu'un veut me contredire et que je dis par exemple une chose telle que le fait que j'ai dit que la religion, que le christianisme est né en Palestine, si quelqu'un voudrait me contredire, il va sur les réseaux, il va sur Google, il va sur YouTube et il cherchera des informations et il aura des informations certainement contradictoires. Voilà, donc mais seuls les naïfs et les gens qui ne veulent pas aller rechercher des informations, pour moi, s'affaiblissent face à toutes ces haineux tels que Éric Zemmour et tant d'autres, tels que celui qui était sur le plateau et qui partageait la même chose, qui disait oui, moi dans ma famille on interdisait de parler espagnol et arabe. Alors donc si lui est un mélange, voilà que le socle et ce qui nous unit, c'est le respect de l'un et de l'autre, le respect d'abord de soi-même, parce que quand on déverse des mots de haine sur les gens, sur les autres, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même. Parce que quand on va insulter quelqu'un, il faut s'attendre à ce qu'on ait une réponse beaucoup plus virulente aussi. Et ça, c'est parce qu'on manque de respect en soi-même. Et ça, c'est ce que fait Éric Zemmour avec le soutien des médias, mais c'est dommage parce que ça pourrait être très dangereux. Là, nous sommes en train de traverser une période difficile avec le Covid-19 et on ne sait pas encore quelle issue cela nous réserve parce que il y a depuis quelques mois de gros problèmes économiques qui vont se pointer à l'horizon et nul ne sait le lendemain, même les autorités ne savent pas ce que nous réserve le lendemain. Et donc c'est encore plus dangereux en cette période d'avoir ces propos de haine de l'autre parce que ça peut créer de graves problèmes de société en France. Et voilà, donc c'était ce que je voulais éventuellement dire et faire un rectificatif à Zemmour qui n'arrête pas de dire que des mensonges, que des mensonges, que des mensonges, alors que parfois il est entouré des intellectuels aussi qui n'osent pas le contredire, au contraire qui le laissent y aller parce qu'il joue du théâtre et que c'est un comédien et que le comédien intéresse les plateaux parce que ça vend, donc parce que ça apporte du public, etc. Donc, mais il ne faut pas regarder que ce côté-là, que le côté pécuniaire, parce que, comme je dis, vous avez des gens
qui sont en faiblesse psychique et qui vont capter et épouser des messages haineux très facilement et demain être amenés à passer à l'acte. Voilà. Donc c'était ça que je voudrais dire et merci donc pour ceux qui me suivent, abonnez-vous et likez pour que et surtout partagez ça parce que j'estime que c'est quelque chose de très important que de temps en temps les gens puissent aller chercher des informations pour démentir ceux qui disent des conneries sur les plateaux alors que leur place n'est pas sur les plateaux de télé. Il y a bien des gens qui apportent du plus-value à la société française et ce sont ces gens-là dont on a besoin pour que la société avance. On est une société multiculturelle et que cela ne changerait pas. Cela ne changerait pas. On ne va pas s'engager ici sur un procès de la France coloniale, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de parler de Zemmour, celui-là que j'appelle le coronavirus Covid Zemmour, et qui, à mon avis, est très dangereux et qu'il faut éradiquer très sérieusement avant que cela ne crée de gros problèmes dans la société. Merci et au revoir.